Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver dans ce magazine Sécurité civile et population. Je ne suis pas seule, je serai accompagnée de brigadier chef Ewundo Reina. Bonjour. Bonjour mon lieutenant. Ce 73e numéro de votre magazine sera entièrement consacré à la rubrique sensibilisation. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, 8 mars de chaque année, le commandement de la sécurité civile a organisé une causerie débat afin de sensibiliser son personnel sur la loi portant lutte contre les violences faites aux femmes en République du Congo. Les détails de cette activité dans ce reportage de Emma Boka. Placé sous la supervision du lieutenant-colonel de police Romaric Gladys Mengue Matondo, de l'administration et du personnel près le commandement de la sécurité civile et animé par la juge Nupsia Mbemba Talansi, magistrate, directrice du programme national de lutte contre les violences faites aux femmes. Cette causerie débat visait à permettre au personnel du commandement de la sécurité civile de s'imprégner davantage de la loi Mouebara, destinée non seulement à protéger les femmes et les filles contre les violences physiques, conjugales, économiques, le harcèlement sexuel et autres, mais aussi à promouvoir l'harmonie entre l'homme et la femme. Les droits fondamentaux doivent être entendus comme tout ce dont un être humain a droit pour mieux vivre. Tant qu'on est sur la terre des vivants, de la naissance jusqu'à la mort, on a droit à un certain nombre de choses. Et la plupart de ces droits sont catégorisés. Nous pouvons citer le droit à la santé, le droit à la vie, le droit au travail. Il n'existe pas une loi, même pas la Constitution elle-même, qui écarte une certaine catégorie de gens dans l'accès à certains droits. Au Congo, on est tous égaux en droit. Mais dans cette égalité, on s'est rendu compte que nous ne sommes pas tous les mêmes. Par exemple, les personnes à mobilité réduite auront-elles les mêmes chances que les autres, celles qui n'ont pas une mobilité réduite? Nous pensons que non. Mais que faire pour aider les personnes à mobilité réduite? Donc, il faut une gestion spécifique pour ces personnes. Les enfants qui sont encore trop jeunes, à bas âge, qui ne peuvent pas décider par eux-mêmes, qui ne peuvent pas faire des choses par eux-mêmes. Et pourtant, ce sont des humains. Et la loi, elle est au service de l'humain. Mais ces enfants-là, il faut les protéger. Ces enfants-là, il faut les éduquer. Ces enfants-là, il faut les encadrer. Donc, il faut regarder cette spécificité-là aussi. Et de spécificité en spécificité, c'est ainsi que du principe d'égalité, on est arrivé au principe d'équité. 3 personnes de taille différente devant un muret ne verront pas ce qu'il y a derrière le muret. L'animatrice de la conférence débat a aussi rappelé aux femmes que le 8 mars est l'occasion souvenir des luttes des femmes ouvrières et politiques pour promouvoir l'équité. Le 8 mars n'est pas une fête. Vous remarquerez que le ministère en charge des questions de la femme, on parle en termes de commémoration. Mais commémoration, ça ramène au bilan, ça ramène à la réflexion, ça ramène au souvenir. Nous nous souvenons que le 8 mars 1971, l'Organisation des Nations Unies a décrété qu'on se souviendrait des luttes des femmes ouvrières, des femmes politiques, pour que nous ayons des mêmes droits. Les mêmes droits que les hommes que nous n'avions pas. Par exemple, on n'avait pas le droit de vote. Les votes, c'est seulement les hommes qui votaient, il fut un temps. Nous, on n'avait pas le droit de voter. Il fut un temps, on n'avait pas le droit d'aller à l'école. Il fut un temps, les femmes ne pouvaient pas atteindre certains postes de responsabilité. Aujourd'hui, on a de plus en plus de femmes. Au FMI en ce moment, c'est une femme.
Alors qu'avant, on ne pouvait même pas se l'imaginer, c'était un cauchemar. Mais aujourd'hui, voyez-vous, c'est des buts. L'égalité dont on parle, ça ne veut pas dire que parce que nous aussi on a appris à porter les pantalons comme les hommes. Il y a deux niveaux. Il y a le niveau socio-culturel, mais il y a le niveau État, réglementaire, légal. Et au niveau légal, nous sommes tous égaux, hommes ou femmes. Sauf qu'il y a certaines minorités, il y a un certain genre, c'est ça qui pose en fait la question du genre. Au départ, c'est hommes et femmes, mais après, il y a eu un développement sociologique de la question du genre qui fait que pour des besoins d'équité, on ne peut pas, par exemple, traiter les autochtones de la même manière que les Bantous dans les régions où les autochtones sont. Les enfants autochtones, pourquoi aujourd'hui ils aient eu le goût de l'école aujourd'hui? Mais ça a commencé avec les prêtres qui ont mis en place un système éducatif qui tenait compte de leur culture et de leur déplacement. Parce qu'avant, les autochtones se déplaçaient beaucoup. Les autochtones, c'est ce qu'on appelait avant les pygmées. Mais on a dit pygmées, on a dit que c'est péjoratif. Mais pourtant, eux-mêmes, ils sont étonnés qu'on les appelle autochtones. Mais ce sont les autochtones. Donc, eux, on a mis en place un système, ce qu'on appelait les écoles orales. Et c'est ça qui a permis, aujourd'hui, nous avons une première femme autochtone qui est magistrate substitut du procureur à Brazzaville. Nous avons une femme autochtone au conseil consultatif de la femme. Donc vous voyez qu'il y a eu un travail qui s'est fait. Aujourd'hui, ils prennent leur place dans la société. C'est ça l'égalité dont on parle. C'est l'égalité devant la loi, l'égalité dans l'accès aux mêmes droits. Ça ne veut pas dire qu'au Bétillon, on appelle la Bétillon pour être à égalité. Non. Même dans le cadre domestique, je disais ici que le code de la famille prévoit que c'est celui qui a le plus de revenus qui doit plus apporter dans la gestion du foyer. Donc si moi-ci, yo moto gagné que 500 000, Mobali a gagné que 300 000, yo ça la moi effort, il y a de plus que Mobali parce que yo moto au doit plus. Mais comme on ne sait pas aussi montrer nos bulletins à nos maris, c'est la partie là. En ce qui concerne la rivale, parce qu'une femme qui n'est pas capable de prendre soin des enfants en considérant que tout enfant est un enfant, il y a déjà un problème, soit d'éducation, soit de... Voilà. Pour moi, je considère que ce n'est pas une bonne femme. Mais en plus, elle encourt les affres de la loi Mouébara et de la loi Potignon. Parce que la maltraitance des enfants est interdite par la loi Potignon. Et qui plus est, une fille, violence faite à la fille, loi Mouébara. Il y a là la violence psychologique, parce qu'on a au banda au sa maman surtout quand toi tu es au boulot, elle pense à tout. Un jour tu vas venir trouver moi dans Amérique ici. Et si sa mère est décédée, encore plus. Si sa mère est loin, et comme les hommes vous êtes, quand vous vous séparez avec la femme, vous prenez les enfants dans le corps et vous coupez les ponts, même avec la famille de cet enfant-là. Maman nae, azana kilantari, yo azana braza, ba famille ya maman, baza ceux qui ont pillé à éviter. Donc elle ne sait même pas où aller. Cet enfant-là est même en danger moral. Et c'est interdit même par le code pénal, la mise en danger moral d'un enfant. Parce que cet enfant-là peut se retrouver dans de mauvaises compagnies. Pour la juge Nuptia Mbemba Talansi, depuis la mise en place d'un numéro vert, à savoir le 1444, plusieurs cas de violence ont été pris en charge. Donc on a mis en place déjà pour dénoncer un numéro vert, le 1444. Pour ceux qui pensent que ça ne marche pas, ça marche. On a mis en place un lieu opérationnel spécifique, ça se trouve à l'immeuble RTL, là, au premier étage. Et là-bas, il y a des opérateurs et des opératrices qui vont continuer même à être formés, parce que là, ça ne donne pas trop bien, mais bon, on va continuer à former pour recevoir les appels, pour orienter. Et c'est anonyme, c'est anonyme. La loi Mouébara dit que lorsque vous avez connaissance d'une violence faite à une femme ou à une fille et que vous ne dénoncez pas, vous êtes complice de la violence. Et une fois qu'on a la victime, il y a deux niveaux. Il y a le niveau médical, lorsqu'il s'agit de violences physiques,
des agressions sexuelles. En tout cas, tout ce qui demande que tout de suite là, il y ait d'abord l'intervention du médecin. Quand les gens viennent, parce que dans le quartier, les gens réagissent comme ils peuvent. On vient de violer un enfant, ils vont courir à la police. C'est pas là qu'ils devraient courir en premier. Ils devraient courir en premier à l'hôpital. Parce que si l'hôpital n'a pas recueilli les éléments probants, si l'hôpital n'a pas pris en charge la victime, de deux choses l'une, la victime encourt des risques irréversibles, tels que la stérilité, tels que contracter le VIH-Sida ou d'autres maladies du genre. Le violeur, on le rattrapera toujours. Il y en a un qui a fui jusqu'à Sembe, on l'a rattrapé. On l'a puni. La police a bien fait son travail, félicitations. On le rattrapera toujours. Mais la victime, elle a besoin de la prise en charge maintenant et tout de suite. Parce que sinon, dépasser, par exemple, pour un cas d'agression sexuelle, surtout le viol, dépasser 72 heures, on ne peut plus faire de prophylaxie. Pour le cas des violences conjugales, lorsqu'elle est liée à la violence physique, souvent les cas, si la personne a été battue par le mari et qu'il y a des hématomes et tout ça, ils doivent d'abord aller à l'hôpital. En tout cas, tout ce qui est physique, là, on doit d'abord aller à l'hôpital. Et après ça, on vient vers nous. Nous, pris pour le programme national de lutte contre les violences. Nous sommes à la Maison de la Femme, pour Brazzaville, à la Maison de la Femme. Et pour les autres départements, se rendre aussi au niveau des directions départementales de la promotion de la femme, où il y a des cellules du programme qui, avec les agents de la direction départementale de la promotion de la femme, contribuent. Pourquoi vous venez vers nous? On doit définir ensemble votre situation, votre préoccupation. Nous avons là-bas un service de prévention, un service social pour accompagner. Et nous accompagnons même les victimes nous-mêmes. Nous travaillons avec certaines organisations de la société civile. Vous savez que la question des budgets dans les ministères se pose de manière assez épineuse. Or, certaines organisations de la société civile qui travaillent dans le cadre de lutte contre les violences, telles que Azur Développement, ont parfois des financements qu'ils reçoivent d'ailleurs pour justement une prise en charge médicale et psychologique. Les 5 ministères clés qui concourent à la prise en charge de la victime font aussi des efforts. Par exemple, le ministère de la Santé, nous avons mis en place des cellules de prise en charge des victimes de violences à l'hôpital de base de Bakongo, à l'hôpital de base de Talangai, et on a gardé aussi l'hôpital de base de Makele-Kele pour justement prendre en charge les premiers soins de manière gratuite des victimes de VBG. Au niveau de la prise en charge juridique, en dehors de nous, magistrats qui travaillons, qui sont au niveau du programme national, mais nous avons associé aussi l'Association des femmes juristes du Congo qui nous aide aussi dans l'accompagnement. L'article 30 de la loi Mouebara dit que l'État doit tout mettre en œuvre pour une prise en charge holistique des victimes. C'est dans ce cadre-là qu'en attendant qu'on mette en place les maisons Mouebara, parce qu'on doit les construire en fait, mais le temps qu'on construise, il y a des victimes. Donc nous avons mis en place un système de référencement où nous travaillons institutions, société civile, dans le cadre de la prise en charge. Il y a des magistrats qui ont été formés, qui sont des points focaux dans le cadre de la prise en charge des victimes. Au parquet de Brazza, il y en a. Au parquet de Pointe-Noire, il y en a. Au parquet de... j'ai moi-même fait la formation pour les cours d'appel de Wesso et Owando. Donc, les magistrats ont été formés aussi à cela. Nous avions mis aussi quelques policiers et gendarmes, mais nous pensons que cette année, nous allons aussi faire une formation spécifique aux OPJ. Ceux qui ont la qualité d'OPJ. Quel que soit le corps des femmes où ils sont, dès lors qu'ils ont la qualité d'OPJ, on va faire aussi une formation sur la prise en charge holistique, de sorte que la victime devienne une survivante. Appelez le 1444, venez nous voir au programme national ou même au cabinet. Au cabinet aussi, quand vous y allez, on vous reçoit et on vous oriente. Au terme de cette activité du commandement de la sécurité civile, quelques participants ont livré leurs impressions.
De pouvoir parler parce qu'il y a des femmes qui veulent bien parler mais qui ne peuvent pas parce qu'elles ont peur des représailles après. Voilà, donc c'est une loi quand même, je pense, qui vraiment rend service à la population et à accepter le milieu conjugal. Il y a aussi la promotion, le milieu professionnel, oui, le milieu professionnel. Dans le milieu professionnel, il y a des femmes qui sont victimes de plusieurs abus. Il a donné énormément d'exemples et qui sont vraiment pertinents, surtout dans le milieu dans lequel nous évoluons actuellement. Sincèrement, moi j'ai énormément appris, donc je dirais qu'il faudrait une sensibilisation de la population dans ce sens-là, parce que personnellement, je ne savais même pas qu'il y avait un numéro à pouvoir appeler en cas de violence conjugale. Donc, je prierais pour qu'il y ait une sensibilisation dans ce sens-là auprès de la population, qu'ils sachent qu'il y a des personnes qui sont là pour eux. Donc, je dirais à la population de se rapprocher. Le numéro, c'est le 1444. Vous pouvez appeler. Vous n'avez pas besoin de vous présenter. Les appels sont anonymes. Donc, vous appelez. Les victimes peuvent appeler, mais pas seulement les victimes. Les témoins, les voisins, les parents qui sont témoins de ces situations-là et qui ne parlent pas, comme on dit. Que les personnes qui voient et qui n'agissent pas sont tout autant coupables que les personnes qui sont les instigateurs des actes méchants. Donc, je dirais que toutes ces personnes-là, que ce soit les victimes ou les voisins, je vais le répéter, les voisins, les parents qui sont là témoins de ces actes d'atrocité, peuvent appeler ce numéro ou alors se rapprocher du parquet. Il y a des magistrats qui sont là actuellement, qui ont reçu une formation spécialisée dans ce domaine, qui vont les recevoir et pouvoir prendre soin d'eux, les répondre aux questions et à toutes les inquiétudes de la population. Avant, il y avait de ces choses qu'on ignorait en fait. On ignorait que non, il y a beaucoup de types de harcèlement ou encore de violences faites à la femme, que ce soit au milieu professionnel ou encore dans les foyers. Et grâce à l'activité qu'on a eu à voir ce matin, j'ai eu à comprendre que non, la femme n'est pas seulement là à rester à cuisiner pour l'homme, sinon elle a aussi des droits. Par exemple, il y a une loi qu'on ignorait, la loi Mouebara, qui vise à donner la réponse pluridisciplinaire aux violences faites à la femme et aux filles. Ça, on ignorait. Et il y a aussi un numéro qui est le 1444 qui permet à ce qu'on puisse appeler en cas de violence faite contre la femme ou encore l'enfant. Ça aussi, on ignorait. Et en sortant de l'activité, on ira sensibiliser d'autres personnes qui ignorent encore l'importance de la loi Mouebara ici au Congo. On doit savoir que non, la loi Mouebara existe et nous devons respecter la femme. Elle n'est pas seulement là à rester à cuisiner, non. Elle a aussi des devoirs, elle doit aussi travailler ou encore aller à l'école. Ça aussi, c'est important. Les femmes fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger ont le samedi 30 mars 2024 organisé une marche sportive à la faveur de la clôture du mois de mars consacrée à la femme sur le boulevard Alfred Raoul à Brazzaville. À l'occasion, les personnels féminins du commandement de la sécurité civile les ont sensibilisés sur les gestes qui sauvent. Les détails dans ce reportage de Georgelin Massamba. Tout a commencé par une séance d'exercice d'échauffement exécutée par ces femmes venues de différentes administrations. Ce qui leur a permis d'effectuer 3 tours d'1 kilomètre environ de bout en bout du boulevard Alfred Raoul, soit au total 3 kilomètres de marches sportives organisées par les femmes du ministère des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger à la faveur de la clôture du mois de mars consacrée à la femme. Nous sommes au boulevard Alfred Raoul. Oui. Mais enfin, la marche, il faut... C'est la marche sportive. Non, la marche sportive, il faut marcher. Avec toute l'énergie possible. C'est une marche
organisée par le ministère des Affaires étrangères pour clôturer le mois de la femme, de la journée internationale des droits de femmes. Alors, que pouvez-vous dire de la présence des forces de l'ordre ici, notamment la police et puis les sapeurs-pompiers qui sont là pour la prise en charge en cas de malaise avec dans ces situations-là? C'est une très bonne initiative parce qu'on n'a pas l'habitude de marcher, de faire ce genre d'exercice. Et c'est une très bonne initiative parce qu'il y a tellement qu'on n'est pas habitué à le faire. Il y a de ceux qui vont tomber peut-être. Et c'est ça. Pour nous venir en aide, c'est bon, c'est ça. Nous sommes arrivés ici sur invitation du ministère des Affaires étrangères et nous représentons le ministère de la Jeunesse et des Sports. Nous sommes là pour clôturer le mois de la femme. Il y a la marche sur 6 km. Nous sommes là en train de finir le 4e kilomètre. Il nous restera un tour. Et après, on fera quelques exercices avant de clôturer. Actuellement, la marche est devenue primordiale. Même à l'hôpital, on nous demande de faire la marche pour la bonne santé. Les sapeurs-pompiers nous assurent la sécurité. Ils ont des ambulances au cas où il y a quelqu'un qui a mal. Les sapeurs-pompiers vont nous aider dans ce sens. Les policiers, c'est pour la sécurité. C'est pour sécuriser tout le long du boulevard. Parce que souvent, ce sont les voitures qui passent. Mais là, nous sommes en train de marcher librement. C'est qu'il y a les policiers et les gendarmes qui assurent notre sécurité. Juste après la séance de relaxation qui a clôturé cette marche, les personnels féminins du commandement de la sécurité civile ont procédé à la sensibilisation des marcheuses sur les gestes qui sauvent. Nous avons souvent des accidents domestiques qui se passent chez nous. Donc aujourd'hui, nous allons vous apprendre les conduites à tenir de ce que vous devez faire en cas d'accident chez vous. Alors, nous avons ciblé 3 petits thèmes. Le premier thème, nous avons une victime inconsciente mais qui respire. Qui voit l'image? Moi, je vois déjà. Voilà, très bien, madame. Conduite à tenir avant de vous rendre dans un centre hospitalier. Deuxièmement, nous allons vous apprendre la conduite à tenir sur les épistasis. Qui connaît? L'épistasis, c'est l'écoulement du sang dans la narine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle conduite à tenir devant un tel cas? Et le troisième thème, nous allons vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous êtes devant un cas de brûlure thermique. Madame Baloula, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé chez elle. Elle était peut-être en train de faire quelque chose. Pouf, elle tombe. Et lorsqu'elle tombe, elle est inconsciente. Mais ce qui me rassure ici, c'est quoi? Très bien. Ce qui me rassure ici, c'est parce qu'elle respire. En ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je dois la mettre tout d'abord en position latérale de sécurité. C'est ce que nous appelons apparemment il y a des gens qui connaissent. Très bien. Bravo. Quand même un petit bravo pour elle. Voilà. Non, mais ça fait plaisir. Parce qu'il y a très très longtemps que nous faisons des sensibilisations. Notre souci, c'est quoi? Que la population soit au courant de nos produits. Pour éviter que cette position-là l'accompagne vers la mort, vous devez mettre votre victime dans la position PLS. Vous voyez? Donc, c'est très simple. C'est très simple. Et quand tout le monde est informé, on réduit le risque. On réduit. Vous voyez? Là, à la place où la personne devait mourir, elle ne meurt pas. Vous voyez? Donc, c'est parce que vous connaissez, vous avez appliqué juste le temps d'appeler les pompiers et arriver à l'hôpital. Parce que cette position-là, si elle allait mourir, non. Parce qu'il y a un mécanisme qui va se passer là, qui fera qu'elle se maintienne jusqu'à ce qu'elle arrive sur les mains du médecin. Tout à l'heure, j'avais dit, l'épistasie, c'est le mot technique. Voilà. Maintenant, tout couramment, on dit que l'écoulement du sang ou encore le saignement nasal. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Généralement, j'ai vu des gens.
l'enfant, hein, le sang coule du nez, salaboué. Non, ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça, s'il vous plaît. Attention, ne faites jamais ça. Parce que si vous faites ça, vous pouvez endommager d'autres. Voilà. Donc, ne faites pas ça, s'il vous plaît. L'enfant saigne du nez. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Maman, j'ai le sang ici. Ah, d'accord, tu as le sang. Ok. Mets-toi comme ça, si. Vous voyez? Vous laissez couler le sang dans cette position-là. Et ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous lui demandez. Si vous ne pouvez pas lui demander, vous lui demandez vous-même, vous faites. Vous bloquez la narine qui saigne. C'est là où vous devez bloquer. Ne bloquez pas de l'autre côté, non. Là où ça coule, là où le sang coule, là, c'est là où vous devez bloquer. Vous bloquez pendant au moins 5-10 minutes. Vous restez, l'enfant est dans cette position. D'accord? L'enfant reste dans cette position. Vous verrez que le sang, le coulement du sang va s'arrêter. Tout simplement possible. Ne faites pas le contraire. Non. Nous allons aborder notre troisième thème. Là où nous sommes en face des brûlures. Ici, les brûlures, c'est très dangereux. Il y a aussi plusieurs sortes de brûlures. Mais moi, ici, je vous parle des brûlures thermiques. Par exemple, la vapeur. Il y a une marmite qui chauffe. Vous avez ouvert votre couvercle sans faire attention et voilà, ça brûle, hein? Ça brûle. Ou encore de l'huile chaude qui vous traverse sur la main ou le pied ou comment. Voilà, ça c'est des brûlures légères. Donc, vous pouvez aborder, hein? Vous pouvez commencer à traiter à la maison. Généralement, on voit des mamans qui... Prenez la boue. Tiens, pote. Non. Prenez le mail, mettez. Non. Ne faites pas ça. En face de ce genre de cas, l'enfant s'est brûlé ou c'est vous-même, vous devez courir. Si vous avez une pompe qui coule de l'eau abondamment, vous courez vers la pompe. Vous faites glisser l'eau et l'eau doit chuter. Vous devez refroidir la zone brûlée. On ne dit pas qu'il n'y aura pas de... mais ça va atténuer. À l'issue de cette activité, quelques participantes ont réagi. Moi, j'ai découvert beaucoup de choses. Si quelqu'un tombe, comment faire pour relever la personne? Je crois que la plupart des dames, elles sont très contentes. Et moi également. C'est vrai qu'on s'attendait à un peu plus, à un grand monde, mais c'est une première édition. On voudrait que cette activité puisse se pérenniser. Donc on s'est accordé avec les femmes de différentes structures ici représentées de travailler de concert pour que la prochaine marche soit plus, comme on dit, plus wow, quoi. Le centre de secours principal des sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville a accueilli les encadreurs et élèves de l'Institut Henri Lopez, l'école canadienne et le complexe scolaire Inspecteur René Isembe pour des visites guidées. Images et commentaires de Georgelais Massamba. Venus s'imprégner des réalités des métiers du sapeur-pompier, les élèves et encadreurs de l'Institut Henri Lopez, l'école canadienne et du complexe scolaire Inspecteur René Isembe ont été reçus à leur arrivée au centre de secours principal des sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville par le commandant territorial de la sécurité civile, le commandant de police Gisela Bionzot Kenyolor. Qui connaît la mission de la sécurité civile? Vous, comment on vous appelle? Makita, oui. Nous faisons quoi? Nous sauvons les personnes, oui. Comment on vous appelle? Ah, Alicia, oui. Ah, nous éteignons aussi les feux. Okay. Toutes les missions que vous avez énumérées, c'est pour le bien-être de la personne. C'est ça? Des hommes. Mais en dehors de ça, nous protégeons également la nature. Nous protégeons également les biens. Plusieurs ateliers ont été aménagés à cet effet. Ici, au centre de traitement et de l'alerte CTA par exemple, les visiteurs ont été renseignés sur les bons procédés en vue d'une bonne gestion du numéro d'appel d'urgence, le 118. Vous savez, pompier, ici c'est le CTA. CTA veut dire Centre de traitement d'alerte.
Nous recevons tous les appels que vous voyez là. Nous recevons et nous orientons. Qui connaît le numéro de sapeur-pompier? Le 118. Très bien. Pourquoi appeler le 118? Pourquoi appeler le 118? Pour sauver des personnes. C'est les personnes. Et quoi? Pour aider. Le 118, c'est un numéro vert que les sapeurs-pompiers utilisent sans crédit. Donc vous avez un téléphone, vous composez juste le 118, vous appelez et ça va sonner dans l'un de ces téléphones. À un autre atelier en revanche, les hôtes du centre de secours principal ont bénéficié des conseils utiles pour prévenir les accidents domestiques. Un accident domestique, c'est un accident qui peut arriver chez vous à la maison. C'est quoi? Oui. Oui, l'incendie, bravo pour lui. Il ne faut jamais jouer avec le couteau. Le couteau, normalement, ne doit pas être accessible aux enfants. À l'amphithéâtre abritant l'atelier secourisme, les visiteurs ont été édifiés sur la position latérale de sécurité PLS, une position d'attente adéquate pour les victimes inconscientes qui respirent, car elle permet de protéger les fonctions respiratoires le plus longtemps possible en attendant l'arrivée des secours habilités. Également, ils ont reçu des enseignements sur l'importance et l'utilisation de l'extincteur, moyen primaire pour combattre un début d'incendie. Il a appelé goupure de sécurité, goupure de sécurité. C'est lui qui assure la sécurité de cet appareil. Quand je le retire, si j'appuie là, l'agent extincteur qui est dedans est expulsé vers le sinistre à défendre. Pareillement, les différents engins de secours ont été présentés aux élèves et à leurs encadreurs. On s'arrête là où se trouve le bateau. On s'arrête là où se trouve le bateau. Voilà, voilà. Vous avez vu le bateau? Mais à quel moment les pompiers utilisent le bateau? Comme dans la mer. Très bien, très bien. Comme quelqu'un a un danger dans la mer. Voilà. Quand il y a danger dans l'eau, à ce moment-là, les pompiers utilisent le... Vous avez vu le bateau, non? Vous avez vu le bateau de sapeurs-pompiers, non? Donc les pompiers peuvent intervenir sous terre, les pompiers peuvent intervenir dans l'eau avec le bateau. Maintenant, en haut, les pompiers utilisent quoi? L'échelle. Donc ils utilisent quoi? L'échelle. Très bien. Maintenant, quand il y a des accidents, les pompiers interviennent aussi. Il y a aussi un véhicule ou une voiture appropriée. Est-ce qu'on peut aller voir ça? Oui. Le véhicule des accidents. Allez, marchons. Le clou de cette visite a été la projection d'une vidéo sur l'histoire d'un enfant de 5 ans qui avait sauvé la vie de sa mère en appelant le numéro vert des sapeurs-pompiers. Il s'est de noter que ce passage de l'Institut Henri Lopez, l'école canadienne et du complexe scolaire inspecteur René Isembe au centre de secours principal des sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville ont réuni au total 444 visiteurs, dont les élèves et encadreurs. La protection des personnes, des biens et de l'environnement est la mission principale dévolue au commandement de la sécurité civile. C'est par ce petit rappel que nous mettons fin à cette émission qui a été supervisée par le commandement de la sécurité civile. La prise de vue, Jean-Gelé Massamba. Réalisation, Emar Boka. 28 de programme sur Télé Congo.